Je m'appelle Jack. J'ai 32 ans, et mes propres parents ont aidé mon frère à me voler et à détruire mon camion, puis m'ont dit de laisser tomber parce que nous sommes une famille. Mais avant de vous parler de l'appel téléphonique qui a conduit la police à se présenter à ma porte, et de l'expression sur leur visage lorsqu'ils ont réalisé que je les avais tous surpassés, rendez-moi service et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours cool de voir jusqu'où voyagent ces histoires. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Le pire jour de ma vie a commencé comme n'importe quel autre mardi. C'était une journée froide et misérable à Portland, dans l'Oregon, ce genre de froid humide qui vous glace les os, où le ciel est juste une feuille plate et grise qui promet de la pluie mais ne livre jamais. Je venais de terminer un quart de travail de 12 heures sur le chantier de construction. En tant que contremaître, mes journées sont une symphonie chaotique de téléphones qui sonnent, d'ouvriers qui crient et du rugissement constant des machines lourdes. Tout ce que je voulais à la fin de la journée, c'était rentrer à la maison, enlever mes lourdes bottes à embouts d'acier et m'enfoncer dans les coussins usés de mon canapé. Mon billet pour cette paix était mon Ford F-150 de 2016. C'était ma fierté et ma joie. Je l'avais acheté d'occasion avec de l'argent que j'avais économisé pendant des années, je l'avais payé en un temps record de 3 ans en prenant tous les quarts de travail supplémentaires que je pouvais obtenir, et je gardais cette machine impeccable. Ce n'était pas qu'un camion pour moi. C'était un symbole. C'était 4 roues et un châssis en acier qui prouvaient que je pouvais construire quelque chose pour moi-même, quelque chose de solide, de fiable et d'entièrement personnel. Mais quand je suis sorti vers le parking des employés ce soir-là, l'asphalte humide fumant sous les projecteurs de sécurité, ma place était vide, juste une tache sombre et vacante de pavement où mon camion aurait dû être. Un nœud de glace pure s'est formé au fond de mon estomac. Ce n'était pas normal. Je suis méticuleux sur l'endroit où je me gare. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et appelé ma mère, ma voix plus tendue qu'une corde de guitare. « Maman, as-tu des nouvelles de Marc ?» Mon camion a disparu. Il y a eu une pause lourde à l'autre bout, un silence qui en disait long. « Oh, chérie, a-t-elle finalement dit ?» Sa voix imprégnée de ce ton exagérément doux et conciliant qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de trouver une excuse pour lui. Marc avait un entretien d'embauche très important à l'autre bout de la ville. Sa voiture, tu sais comment c'est. Elle ne redémarrait pas. Il a dû emprunter la tienne. Emprunter, ai-je répété, ma voix dangereusement basse. Maman, il n'a pas demandé. J'ai la seule clé ici même dans ma poche. Eh bien, tu connais ton frère, a-t-elle gloussé, un son qui me tapait sur les nerfs. Il est débrouillard. Il a trouvé la clé de secours que tu gardes dans le boîtier magnétique sous l'aile. Ne te fâche pas, Jack. Il essaie vraiment de reprendre sa vie en main cette fois. J'ai raccroché, ma main tremblant d'une rage si profonde qu'elle ressemblait à une maladie physique. 2 heures angoissantes plus tard, un véhicule s'est engagé dans mon allée. C'était mon camion, ou ce qu'il en restait. Tout le côté passager était brutalement enfoncé, une cicatrice horrible de métal tordu et de verre brisé. Le rétroviseur latéral avait complètement disparu, et le phare était un œil fracturé et brisé fixant le vide dans la nuit. Marc est sorti en titubant du siège du conducteur, sentant la bière éventée, l'air plus ennuyé que repentant. Un idiot a brûlé un feu rouge, a-t-il marmonné, en agitant une main dédaigneuse. Pas du tout de ma faute. Heureusement que tu as une bonne assurance, hein, frangin ? Avant que je puisse former un seul mot, la vieille berline de mes parents a freiné bruyamment dans l'allée derrière lui. Il devait le suivre, prêt à gérer les retombées. Ils se sont précipités devant moi, leur visage masquant leur inquiétude, non pas pour moi, mais pour lui. Ma mère a agrippé le bras de Marc, le vérifiant anxieusement pour voir s'il n'avait pas d'égratignure, tandis que mon père a posé une main protectrice sur son épaule. « Ça va, mon fils. Tu es en sécurité, a dit mon père, sa voix basse et réconfortante. Puis il a tourné son regard vers moi, ses yeux aussi durs et froids que des galets de rivière. C'est la famille, Jack. C'est ton frère. Ce n'est qu'un camion. Laisse tomber. Laisse tomber. Ils étaient là à dorloter le fils qui venait de détruire mon bien le plus précieux, probablement en conduisant en état d'ébriété, et ils m'ont dit de laisser tomber. J'ai regardé leur visage choyant, puis mon camion déchiqueté, et mon regard a dérivé au-delà d'eux vers ma propre fenêtre de devant. À travers la vitre, je pouvais voir une photo encadrée sur le manteau de la cheminée. C'était nous 4, pris il y a des années avec ma grand-mère, décédée il y a quelques années. Nous sourions tous, une famille heureuse figée dans le temps. Sur son lit de mort,
elle m'avait fait promettre que je veillerais toujours sur ma famille, en particulier sur Marc. Et debout là, dans l'air glacial de la nuit, j'ai réalisé avec une clarté nauséabonde que ma promesse envers elle était la cage dans laquelle je vivais depuis toute ma vie d'adulte. Cette promesse était la raison pour laquelle je me tenais ici, traité comme une partie jetable de leur vie. Et pour la première fois en regardant cette photo, je n'ai pas ressenti la chaleur du souvenir. J'ai senti les froides barres de fer de cette cage se refermer autour de moi. Pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment de trahison absolue dans mon allée, vous devez comprendre le système d'exploitation fondamental de la famille Wilson. C'était un système dans lequel j'avais été programmé depuis la naissance. Mon frère, Marc, qui a 4 ans de moins que moi, est l'enfant chéri désigné. Il a 28 ans, il est beau d'une manière presque négligée, et il est armé d'un charme qu'il peut activer et désactiver comme une lampe. Il n'a jamais, pas une seule fois, été tenu véritablement responsable d'une seule mauvaise décision de toute sa vie. Et moi? Je suis Jake. Je suis le type fiable, le type responsable, le frère aîné ennuyeux qui travaille dur, paie ses factures à temps et ne cause pas de problème. Pour mes parents, Marc était un projet à plein temps à gérer, à financer et à secourir perpétuellement. Je n'étais qu'un outil, une ressource. Cette spirale particulière vers le désastre a vraiment pris de l'ampleur environ un mois avant l'accident. Cela a commencé, comme toujours avec Marc, par un appel téléphonique de ma mère. J'étais sur le chantier au milieu d'une journée particulièrement stressante. Un nouveau sous-traitant avait complètement raté le coulage des fondations d'une maison sur mesure que nous construisions. C'était une erreur massive, à 5 chiffres, et le calendrier complet du projet était compromis. Le superviseur du chantier paniquait. Le propriétaire appelait toutes les heures, et mes gars étaient là, l'air perdu. J'ai pris une profonde respiration, j'ai sorti les plans et je me suis mis au travail. Pendant 2 heures d'affilée, j'étais dans mon élément. J'étais au téléphone avec l'ingénieur en structure, guidant mon équipe de plombiers à travers un nouveau plan de routage, et négociant avec notre fournisseur de béton pour une commande urgente prioritaire. J'étais calme, méthodique et j'avais le contrôle. À l'heure du déjeuner, j'avais une solution viable et rentable. Mon patron, Mike Thompson, un type dur à cuire qui était dans le métier depuis 40 ans, est venu à ma remorque. Il m'a tapé sur l'épaule, un signe d'approbation rare. C'est pourquoi tu es le meilleur putain de contremaître que nous ayons, Jake, a-t-il dit, un respect bourru dans sa voix. Tu ne te laisses pas ébranler. Tu ne fais que résoudre le problème. J'aurais aimé qu'il puisse me voir dans mon autre vie, celle où je suis constamment ébranlé. Cet après-midi même, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était imprégnée d'une urgence fabriquée. Jake, chérie, c'est une urgence. Mon cœur a immédiatement fait un bond. Dans mon monde, une urgence signifiait un accident sur le chantier, une défaillance critique de l'équipement. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde va bien? C'est papa? Oh, non. Tout le monde va bien, dit-elle rapidement. Enfin, pas bien, bien. C'est Marc, son propriétaire. C'est juste un homme vraiment horrible et sans cœur. Il a mis Marc à la porte de son appartement. J'ai pris une profonde respiration, l'odeur de diesel et de sueur de bois emplissant ma remorque. D'accord, pourquoi l'a-t-il mis à la porte? Pour être juste un peu en retard sur le loyer, dit-elle, son ton dégoulinant d'indignation au nom de Marc. Je connaissais la définition de d'un peu de ma mère. Maman, de combien de temps était-il en retard? Elle a soupiré, un long son dramatique conçu pour signaler mon manque d'empathie. 3 mois. Mais ce n'est pas vraiment de sa faute, Jake. Le marché du travail est tout simplement terrible pour les jeunes. Il a tellement essayé. Il a juste besoin d'un endroit sûr pour se poser pendant quelques semaines. Il peut rester chez toi, non? Juste quelques semaines. C'est à ça que sert la famille, à se soutenir mutuellement. Quelques semaines, dans la langue de ma famille, cela signifiait indéfiniment. Je pouvais sentir le poids familier de l'obligation se poser sur mes épaules. J'ai pensé à ma maison calme et propre, mon sanctuaire loin du bruit du monde. J'ai pensé à la promesse de ma grand-mère. D'accord, ai-je dit, le seul mot ressemblant à une défaite. Quelques semaines. Marc est arrivé ce soir-là avec 2 énormes valises et l'attitude suffisante d'un client s'enregistrant dans un hôtel 5 étoiles. Il a déversé sans cérémonie ses affaires au milieu de mon salon, le salon que j'avais passé des mois à rénover de mes propres mains, et s'est immédiatement effondré sur le canapé, attrapant la télécommande. Et, frangin, a-t-il dit,
ne se souciant même pas de lever les yeux de son téléphone. C'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Et tu as de la bière? Le lendemain matin, avant de partir travailler, j'ai essayé d'établir des règles de base. Je l'ai abordé comme une discussion sur les outils sur un chantier, clair, direct et professionnel. D'accord, Marc, écoute bien. Il y a 3 règles. Règle numéro 1, tu as exactement un mois pour trouver un emploi, un vrai emploi. Je veux voir la preuve que tu postules. Je vais même t'aider avec ton CV. Règle numéro 2, range après toi. Je ne suis pas ta bonne. L'évier n'est pas un lieu de stockage pour la vaisselle sale. Règle numéro 3, et c'est la plus importante, celle qui est absolument non négociable, tu ne dois, en aucun cas, toucher à mon camion. Tu as ta propre voiture. Utilise-la. Il m'a fait un salut paresseux et moqueur depuis le canapé. Ouais, compris, chef. Fort et clair. Bien sûr, il n'a pas compris. Sa recherche d'emploi consistait à dormir jusqu'à midi, à jouer à des jeux vidéo avec son casque, à crier sur des personnes que je ne pouvais pas voir et à faire défiler sans cesse les médias sociaux. Ma maison autrefois propre et paisible a commencé à ressembler à une fraternité crasseuse. Je rentrais d'une journée de 10 heures à un évier débordant de vaisselle grasse, l'air épais avec l'odeur de pizza rassis et de linge non lavé. Je perdais la tête, et la seule personne à qui je pouvais en parler était Sarah Chin, ma collègue la plus brillante et la plus fiable. Pendant une pause déjeuner, assis dans la cabine de mon camion, je me suis finalement défoulé. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué, en me frottant les yeux fatigués. C'est comme si je vivais avec une tornade adolescente. Sarah a pris une bouchée de son sandwich et m'a regardé avec une expression à moitié de la sympathie, à moitié de l'exaspération. Jake, tu es un paillasson, a-t-elle dit, son honnêteté étant une douche froide. Un paillasson de bienvenue, même. Et ta famille essuie ses bottes boueuses sur toi. C'est compliqué, Sarah. Ma mère veut juste que tout le monde soit heureux. Et mon père. Ta mère est une maîtresse manipulatrice, a-t-elle interrompu, sa voix ferme mais pas méchante. Elle utilise la famille comme une arme pour te maintenir en ligne et pour permettre le comportement de Marc, et ton père la soutient à chaque fois. Tu sais que j'ai raison. La vraie question est de savoir quand vas-tu décider que ta propre tranquillité d'esprit vaut plus que leur idée dysfonctionnelle d'approbation? Ces mots ont piqué précisément parce qu'ils étaient la vérité nue. Je n'avais tout simplement pas encore les outils pour agir. Puis vint l'incident du camion, et tout s'est intensifié. Après avoir déposé la réclamation d'assurance et organisé la location, une minuscule Honda Civic sans intérêt, j'ai pensé que je pouvais au moins reprendre le contrôle de mon propre transport. J'avais tort. Le lendemain matin, je suis sorti de ma maison, le café à la main, prêt à partir travailler, et la voiture de location avait disparu, juste un espace vide dans mon allée. J'ai vu rouge. J'ai appelé chez mes parents, ma voix dangereusement calme. Mon père a répondu. Oh, bonjour, Jake, a-t-il dit comme si de rien n'était. Marc avait un autre de ses entretiens ce matin, un entretien vraiment prometteur cette fois. Nous avions besoin d'une voiture fiable pour l'Y emmener en ayant l'air bien. Tout est dans la première impression, tu sais. Alors, vous êtes juste venu chez moi pendant que je dormais et vous avez pris ma voiture de location, ai-je demandé, ma voix tremblant d'une fureur étroitement contrôlée, la voiture que je paie avec mon argent parce que votre fils a démoli mon camion? N'ose pas prendre ce ton avec moi, Jacob, a-t-il claqué, sa voix devenant dure. Nous sommes une famille. Nous partageons. Ce qui est à toi est à nous. Nous aurons la voiture de retour ce soir. Arrête d'être si dramatique. Il a raccroché juste comme ça. Alors, je suis allé travailler à pied. C'était 2 miles sous la pluie verglaçante et glaciale. Mes bottes de travail, conçues pour la durabilité, pas pour l'imperméabilité, étaient trempées en 10 minutes. Mes jeans étaient collés à mes jambes, froids et lourds. Je suis arrivé sur le chantier en ressemblant à un rat noyé, mes pieds engourdis, mes dents claquant. Et j'ai recommencé le lendemain, et le suivant. Pendant 2 semaines d'affilée, j'ai marché jusqu'à et depuis mon travail physiquement exigeant pendant que ma propre famille, mon frère, ma mère, mon père, utilisaient ma voiture de location comme leur service Uber personnel, brûlant mon essence pour la série interminable d'entretiens de marque qui n'ont jamais abouti à une offre d'emploi. Mes collègues ont commencé à le remarquer. Tout va bien, chef, a demandé un de mes gars. Tu as l'air fatigué. J'ai juste hoché la tête et dit que j'essayais de faire plus d'exercice. Le mensonge était humiliant.
L'inévitable est arrivé. Mon corps a cédé. Je suis tombé malade. Ce n'était pas juste un rhume. C'était une vilaine toux sèche qui s'est installée profondément dans ma poitrine et une fièvre qui m'a laissé étourdi, faible et frissonnant. J'ai dû m'absenter du travail, ce que je n'avais pas fait depuis plus de 3 ans. Je me sentais complètement vaincu. Je me suis traîné jusqu'à une clinique de soins d'urgence locale parce que je n'arrivais pas à faire baisser la fièvre. Une infirmière au visage aimable avec un badge sur lequel était écrit « Jessica Ramirez » a pris ma température et ma tension artérielle. Elle avait des yeux chaleureux et compatissants qui semblaient voir à travers la façade de dur à cuire que j'essayais de maintenir. « Waouh, tu as l'air absolument terrible » a-t-elle dit avec une franchise douce. Une fièvre de 39 degrés Celsius. Tu devrais être au lit. Comment es-tu arrivé ici aujourd'hui? J'ai marché, ai-je bredouillé, ma gorge enrouée. Ses sourcils se sont levés d'incrédulité. Tu as marché sous ce temps avec une telle fièvre? Pourquoi diable n'as-tu pas conduit? Et pour une raison quelconque, peut-être était-ce la fièvre, ou l'épuisement, ou le simple acte de gentillesse humaine d'une étrangère, le barrage en moi s'est rompu. Toute la triste histoire est sortie de moi dans un murmure rauque et vaincu, le camion, mon frère, mes parents, la voiture de location, la marche. Je ne cherchais pas la sympathie. J'étais juste trop fatigué pour tout garder à l'intérieur plus longtemps. Elle a écouté toute l'histoire pathétique sans interrompre, son expression passant d'une inquiétude professionnelle à un véritable choc, puis à une colère silencieuse et bouillonnante en mon nom. C'est juste horrible, dit-elle doucement quand j'ai fini. Ce n'est pas ce que la famille est censée faire. C'est de la maltraitance. Elle m'a remis une ordonnance pour des antibiotiques puissants. Tu dois prendre soin de toi, Monsieur Wilson, parce qu'il est douloureusement clair que personne d'autre dans ta vie ne va le faire pour toi. Allongé dans mon lit cet après-midi, le monde nageant dans une brume fiévreuse, ces mots résonnaient dans ma tête. Tu dois prendre soin de toi. C'était un concept si simple, mais pour moi, c'était une révélation. Toute ma vie avait été consacrée à prendre soin d'eux, les sentiments délicats de mes parents, l'avenir précaire de Marc, l'image fragile de notre famille heureuse. Je ne m'étais jamais mis en avant. Alors que la fièvre rageait, une autre sorte de chaleur se construisait en moi. C'était le feu lent et brûlant d'une vie entière de ressentiments qui prenait enfin de l'ampleur. Les fondations de mon rôle dans la famille, le rôle d'amortisseur fiable et silencieux, se fissuraient. Et je savais, avec une certitude qui perçait la fièvre, que quelque chose allait se briser. L'homme qui a marché jusqu'au travail dans la neige pendant 2 semaines n'allait pas être le même homme qui répondrait au téléphone lorsque l'expert en sinistre ferait enfin cet appel fatidique. L'appel est arrivé 2 semaines et demie après l'accident, 2 semaines et demie à marcher péniblement jusqu'au travail dans l'hiver misérable de Portland, mon corps souffrant d'une maladie née du stress et du froid, à écouter ma famille offrir des mises à jour joyeuses et inconscientes sur la façon dont ils avaient utilisé ma voiture de location pour faire des courses. J'étais de retour au travail, essayant de me sentir à nouveau normal, assis dans ma petite remorque de contremaître et fixant un ensemble de plans que mon esprit refusait de traiter. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu avec un indicatif régional local. Est-ce Jake Wilson, a demandé une voix masculine nette et professionnelle. C'est moi, ai-je répondu, ma propre voix encore un peu rauque. Monsieur Wilson, je m'appelle David Miller. Je suis l'expert en sinistre principal chez Pacific Shield Insurance. Je suis affecté à votre réclamation concernant le Ford F-150, VIN se terminant par 7492. Je me suis redressé un peu plus, mon café oublié. C'était ça, n'est-ce pas? J'attendais votre appel. Des nouvelles sur l'évaluation? Nous avons terminé l'évaluation, oui. Le véhicule est une perte totale, comme je suis sûr que vous vous y attendiez. Mais ce n'est pas la raison principale de mon appel, Monsieur Wilson. J'ai reçu le rapport de police officiel de l'incident, et il y a un écart important que je dois clarifier avec vous avant que nous puissions procéder. Une sensation froide, tout à fait différente de la fièvre, a commencé à remonter le long de ma colonne vertébrale. Un écart? Quel genre d'écart? Eh bien, dit David, et je pouvais entendre le léger bruissement de papier de son côté, un son qui a soudainement semblé menaçant. Dans votre déclaration initiale à notre agent, vous avez indiqué que vous aviez prêté le véhicule à votre frère, Mark Wilson. Est-ce exact? J'ai hésité. Le mensonge sur lequel mes parents m'avaient entraîné, celui conçu pour rendre tout plus simple, était lourd sur ma langue. Dis-leur simplement que tu l'as laissé l'emprunter, Jake. C'est une affaire de famille.
ne fais pas d'histoire et ne fais pas intervenir la police dans nos affaires. Leurs mots résonnaient dans mes oreilles. Oui, ai-je dit, et le mensonge avait le goût de la cendre. Je l'ai laissé l'emprunter. Il y a eu un long silence pesant à l'autre bout de la ligne. Il a duré 5, peut-être 10 secondes. C'était un silence qui me disait qu'il savait que je mentais. D'accord, dit David, sa voix maintenant soigneusement neutre. Parce que, monsieur Wilson, c'est une contradiction directe avec ce que votre frère a dit à l'agent intervenant sur les lieux de l'accident. L'air dans ma remorque est soudainement devenu mince et difficile à respirer. Quoi? Qu'est-ce que mon frère a dit? Selon le rapport officiel déposé par l'agent Ryan Martinez du bureau de police de Portland, dit David, sa voix claire et mesurée comme s'il lisait un document juridique, monsieur Mark Wilson a déclaré, et je cite directement les notes de l'agent ici, j'ai pris le camion sans la permission de mon frère. Je sais que j'ai fait une connerie. J'allais juste lui demander plus tard. C'était juste un malentendu familial. Ma prise sur mon téléphone s'est resserrée si fort que j'ai senti le plastique craquer. Il l'a admis. Il s'est tenu là sur le bord de la route sentant la boisson et les chèques et a dit à un policier en uniforme qu'il avait, sans aucun doute, volé mon camion. Et mes parents étaient là. Ils l'ont entendu le dire. Ils se sont tenus là et l'ont entendu avouer un crime, et ils ont quand même eu le culot de marcher vers moi, de me regarder droit dans les yeux et de me dire de laisser tomber. Monsieur Wilson, êtes-vous toujours en ligne? Oui, ai-je réussi à grincer, ma gorge ayant l'impression qu'elle se refermait. Oui, je suis là. Je dois être franc avec vous, monsieur, continua David, son ton professionnel inébranlable. Le rapport note également que votre frère a exprimé l'espoir que vous ne porteriez pas plainte. D'un point de vue de l'assurance, cela change tout. Ce n'est plus une réclamation de collision standard entre deux parties. Il s'agit d'une réclamation impliquant l'utilisation non autorisée d'un véhicule, ce qui est un terme juridique pour vol. Cela fait sortir cette affaire d'une simple question de réclamation et la fait entrer dans le domaine d'un acte criminel potentiel. Acte criminel. Les mots flottaient dans l'air, électriques et terrifiants, et d'une manière étrange et clarifiante, incroyablement libérateur. Tout le gaslighting, toute la manipulation, toutes les fois où ils m'ont fait sentir que j'étais le fou d'être contrarié, tout a été dépouillé. La loi avait un mot pour ce qui s'était passé. Ce n'était pas un malentendu. C'était un crime. Monsieur Miller, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, pouvez-vous s'il vous plaît m'envoyer une copie de ce rapport de police complet par email? Je peux faire ça. C'est la procédure standard dans un cas avec des déclarations contradictoires. Je viens de l'envoyer à l'adresse email que vous avez dans votre dossier. Jetez un coup d'œil, monsieur Wilson. La balle est dans votre camp maintenant quant à la façon dont vous voulez que nous classions cet événement. Cela affectera le résultat de votre réclamation et vos primes. J'ai raccroché sans dire un mot de plus et j'ai regardé mon téléphone. Une seconde plus tard, la notification a retenti, nouveau courriel de David Miller. Objet, votre réclamation d'ISPC 994-21. Mes mains tremblaient si violemment que j'avais à peine la force de toucher l'écran pour l'ouvrir. J'ai téléchargé le PDF joint, et il était là, dans le noir et blanc froid et impersonnel d'un document officiel. Conducteur, Mark J. Wilson, date de naissance le 12 mai 1996. Déclaration, le sujet admet avoir utilisé le véhicule sans le consentement du propriétaire. Prétend que c'était un malentendu familial. Témoin sur les lieux, Robert Wilson, père. Martha Wilson, mère. Déclaration, les témoins déclarent qu'ils n'étaient pas au courant de l'utilisation du véhicule par le sujet avant l'incident. Cette dernière ligne m'a frappé avec la force d'un coup physique. Ils ne m'avaient pas seulement menti. Ils avaient menti à la police. Ils s'étaient tenus là et avaient construit un mensonge délibéré et calculé pour protéger leur garçon chéri, un récit qui me dépeignait comme un participant volontaire à ma propre violation. Une vague de nausées chaudes et âcres m'a envahi. Je me suis appuyé sur ma chaise, la paroi fragile de la remorque craquant en signe de protestation. Pendant 32 ans, j'avais fonctionné sur la conviction fondamentale que ma famille, au fond, m'aimait, que leur favoritisme flagrant envers Mark était un défaut de caractère, un angle mort, et non un choix malveillant et conscient. Ce document unique, ce PDF sur l'écran de mon téléphone, a frappé cette conviction fondamentale avec un marteau de forgeron et l'a brisé en 1 million de morceaux. Ce n'était pas un angle mort. C'était une conspiration. C'était une alliance. Et j'étais en dehors de cela.
La colère bouillonnante que je réprimais depuis des semaines, depuis toute ma vie, n'est pas sortie sous forme de cris, n'a pas éclaté, elle s'est agglomérée. Elle s'est comprimée en quelque chose de froid, de dur et déguisé comme un rasoir. C'était la même concentration méthodique de résolution de problèmes que j'utilisais pour sauver un coulage de fondation désastreux. Le problème n'était plus quelques tonnes de mauvais béton. Le problème était ma famille. Et cela nécessitait une solution. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte de ma remorque et j'ai regardé mon équipe. C'étaient de bons hommes travailleurs. Ils me respectaient. Ils me faisaient confiance pour être juste, honnête et décisif. Et me voilà, laissant ma propre famille me traiter comme un inconvénient sans valeur. Mon téléphone a sonné à nouveau. L'identifiant de l'appelant indiquait maman. J'ai répondu, ma voix dépourvue de toute émotion. Bonjour, Jack. Chérie, tu rentres bientôt à la maison, a-t-elle demandé, sa voix joyeuse et totalement inconsciente. Marqua un autre de ses entretiens demain matin, un entretien vraiment, vraiment important. C'est pour une promotion qu'il est pratiquement garanti d'obtenir, et nous devons faire nettoyer la voiture de location ce soir pour qu'il fasse bonne impression. L'apparence est primordiale, tu sais. Une promotion pour un emploi qu'il n'avait même pas. L'audace désinvolte, époustouflante et stratifiée du mensonge était presque impressionnante. C'était la goutte d'eau. C'était l'univers qui me donnait un signe. Le dernier fil de ma patience de toute une vie ne s'est pas seulement cassé, il s'est vaporisé. Non, ai-je dit. Le bavardage joyeux de son côté s'est arrêté brusquement. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire non. Vous ne pouvez pas avoir la voiture. Ni ce soir, ni plus jamais. J'en ai besoin. Mais Jack, c'est pour l'avenir de ton frère. Cela pourrait être sa grande chance. Ne sois pas si égoïste. Égoïste? Le mot est sorti comme un grognement bas et dangereux. Tu veux me parler d'être égoïste? Voici ce qui va se passer, je veux les clés de ma voiture de location sur le comptoir de ma cuisine avant que je ne rentre à la maison ce soir. Si elles ne sont pas là, j'appellerai la police et je déclarerai la voiture volée. Tu me comprends? Jacob Alan Wilson. Comment oses-tu, a-t-elle crié, sa voix montant en hauteur et en indignation. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille à partir du moment où vous vous êtes tenu à côté d'un policier, avez écouté mon frère avouer un crime, puis avez menti à tout le monde pour le dissimuler, ai-je dit, ma voix froide et dure comme de l'acier. Et pour la première fois de mes 32 ans, j'ai raccroché au nez de ma mère. Je suis retourné à mon bureau, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Mais mon esprit était une mer d'eau cristalline. J'ai ouvert mon ordinateur portable, écartant les plans de construction et les feuilles de budget. J'ai créé un nouveau dossier sur le bureau et l'ai nommé Incident F-150. D'une main ferme, j'y ai enregistré le rapport de police. C'était la première pièce à conviction, et je savais avec une certitude qui s'est installée au plus profond de moi que ce ne serait pas la dernière. La tempête n'avait pas seulement commencé, j'étais la tempête. Les jours suivants ont été marqués par un silence tendu et assourdissant, comme je l'avais exigé. Les clés de la petite Honda cabossée étaient sur le comptoir de ma cuisine quand je suis rentré du travail. Il n'y a pas eu d'appel de suivi en colère, pas de barrage de SMS culpabilisateur. C'était une retraite stratégique de leur part, un silence rempli de menaces tacites et de la forte attente que je serais, comme toujours, celui qui le romprait. Ils attendaient que je me sente coupable, que je me sente seul, que je revienne en rampant et que je m'excuse pour mon explosion. Ils attendaient l'ancien Jack. Ils n'avaient aucune idée qu'il était parti. L'homme qui vivait maintenant dans ma maison utilisait sa colère non pas comme une force destructrice, mais comme un carburant. Mes soirées, autrefois passées dans une torpeur engourdie devant la télévision, étaient maintenant consacrées à un nouveau projet. Mon cerveau de contremaître, celui qui pouvait regarder un chantier chaotique et voir une voie claire à suivre, était maintenant concentré sur un type de construction différent. Je montais un dossier. J'ai passé des heures en ligne, ma table de cuisine jonchée de textes de loi imprimés provenant du site web de l'État de l'Oregon, utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, dépôt d'un faux rapport de police, complicité. Les mots n'étaient plus des termes juridiques abstraits, ils étaient les nouveaux plans de ma vie. Après une semaine de cela, je savais que je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin d'un professionnel, d'un architecte pour cette nouvelle structure que je construisais. Un ami d'un ami, un autre entrepreneur, m'a donné un nom. C'est un requin,
Jake, avait-il dit. C'est cher, mais ça vaut chaque centime. Elle s'appelait Stéphanie Rodriguez. Son bureau se trouvait dans un immeuble élégant en verre et en acier du centre-ville, à des années-lumière de la boue, de la sueur de bois et du sable de ma vie quotidienne. Je me sentais déplacé dans mon jean de travail propre et ma chemise de flanelle, mais je suis entré la tête haute. Stéphanie avait une trentaine d'années, avec des yeux noirs perçants et un air d'énergie contenue. Elle n'a pas perdu de temps avec des banalités. Après une poignée de main énergique, elle a fait signe à la chaise en face de son bureau en acajou poli. Mon ami m'a dit que vous aviez un problème familial. Racontez-moi tout. J'ai exposé toute l'histoire, de l'emménagement de Marc, à la découverte du camion démoli, à l'appel téléphonique révélateur avec David Miller. J'ai terminé en faisant glisser le rapport de police imprimé sur son bureau. Elle l'a lu en silence, son expression ne laissant rien transparaître. Quand elle a eu fini, elle s'est appuyée contre son fauteuil en cuir, tapotant un stylo contre son menton. D'accord, dit-elle, sa voix nette. Sur le papier, vous avez un cas clair d'utilisation non autorisée. Mais vous devez comprendre quelque chose très clairement, Jake, les affaires familiales sont le coin le plus désordonné du droit. Un juge, un jury, ils sont prédisposés à voir un malentendu familial, tout comme votre frère l'a si commodément appelé. Vos parents vont monter à la barre et ils vont pleurer. Ils parleront de combien ils aiment leurs deux fils, de combien vous avez toujours été le plus difficile, de combien Marc a eu une vie difficile. Ils vous dépeindront comme un homme froid et vindicatif qui essaie de détruire sa propre famille pour un morceau de métal. Une parcelle de l'ancienne frustration, de l'ancienne impuissance, a essayé de se faufiler à nouveau. Alors quel est l'intérêt? Que dois-je faire? Ses yeux se sont plissés, et pour la première fois, j'ai vu le requin que mon ami avait décrit. L'intérêt est que nous ne jouons pas à leur jeu. Nous ne comptons pas sur. Elle s'est arrêtée brusquement, se corrigeant. Elle a dit, nous rendons leurs sentiments, leurs larmes et leurs témoignages complètement non pertinents. Nous construisons un dossier si solide, si fortifié avec des preuves factuelles irréfutables, qu'un juge n'a d'autre choix que de se prononcer sur les preuves. La faute unique de votre frère doit devenir un schéma clair d'exploitation calculé. L'amour aveugle de vos parents doit devenir une conspiration consciente et volontaire. Mon conseil, rentrez chez vous, soyez tranquille, ne dites rien et regardez-les. Les gens comme ça, qui s'en sont tirés avec tout toute leur vie, deviennent arrogants. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Et quand les gens deviennent arrogants, ils deviennent négligents. Ces mots étaient un plan de bataille, un plan. J'ai quitté son bureau en me sentant non pas en colère, mais habilité. J'avais une mission. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis arrêté dans un magasin d'électronique. Le sentiment d'être un espion dans ma propre maison était déconcertant, mais la voix de Stéphanie résonnait dans ma tête, preuves irréfutables. J'ai acheté 2 des plus petites caméras nounous qu'ils avaient, celles qui ressemblent à des chargeurs USB noirs anodins. Ce soir-là, avec un nœud d'anxiété dans l'estomac, je les ai installées. L'une était branchée sur une prise de courant dans le salon avec une vue dégagée sur le canapé où Marc passait la plupart de ses journées. La seconde était dans le garage, branchée sur une multiprise sur mon établi, pointée directement sur ma grande boîte à outils rouge Snap-on. J'avais raison au sujet de l'arrogance. Le silence de ma famille s'est rompu quelques jours plus tard. Je suis rentré du travail et j'ai entendu ma mère dans ma cuisine parler au téléphone en haut-parleur. Je me suis figé dans le couloir, juste hors de vue, mon cœur battant la chamade. C'était Marc à l'autre bout. Non, je te dis, il est juste dramatique, disait ma mère, sa voix un mélange toxique de dédain et d'assurance. Il essaie de te punir parce qu'il est jaloux. C'est tout ce que ça a toujours été. Il va s'en remettre. Il le fait toujours. Mais s'il ne s'en remet pas, a gémi Marc, sa voix pleine d'apitoiement sur soi. Et s'il reparle à ce type de l'assurance? Et s'il porte vraiment plainte comme ce flic a dit qu'il pouvait le faire? Il ne le fera pas, a dit ma mère avec la certitude absolue et inébranlable d'une personne qui a contrôlé quelqu'un toute sa vie. Jake n'a pas le courage. Il ne risquerait jamais de déchirer cette famille pour un camion stupide et un peu d'argent. Fais profil bas. Ton père et moi nous occupons des choses. Nous occupons des choses. L'expression m'a donné un véritable frisson dans le dos. De quoi s'occupait-il exactement? J'ai eu ma réponse 2 jours plus tard. C'était un samedi. J'avais prévu de faire des travaux sur ma propre voiture, une simple vidange et une mise au point. Je suis allé à ma grande boîte à outils Snap-on dans le garage.
C'était plus qu'une simple boîte à outils, c'était mon chef-d'œuvre, une collection que j'avais construite pendant 10 ans de dur labeur, un symbole de ma carrière et de mes compétences, d'une valeur de plus de 85 000 $. J'ai ouvert le tiroir supérieur pour prendre une clé dynamométrique spécifique. L'insert en mousse sur mesure était vide. La panique, froide et aiguë, m'a griffé la gorge. J'ai ouvert en tirant le tiroir suivant. Tout un plateau de douille à choc profonde disparut. J'ai fouillé dans la boîte, mes mouvements devenant frénétiques. Tiroir après tiroir, des trous béants se sont révélés, des espaces vides où se trouvaient autrefois des outils chromés brillants et coûteux. Ma toute nouvelle clé à choc de 1/2 pouce, mon jeu de clés à cliquet, mon scanner de diagnostic, disparu. Une peur froide, plus lourde et plus nauséabonde que tout ce que j'avais ressenti auparavant, s'est installée dans mon estomac. Marc. Ce devait être Marc. Mais comment pouvais-je le prouver? Il se contenterait de le nier. Mes parents le soutiendraient, diraient que je les avais perdus ou que je les avais prêtés à quelqu'un. Ce serait ma parole contre la leur, encore une fois. Les mots de Stéphanie ont percé la panique, schéma de comportement, exploitation calculée, ils deviennent négligents. Mon esprit a commencé à s'emballer, le cerveau analytique du contremaître s'activant à plein régime. Ou un idiot paresseux et désespéré comme Marc essaierait-il de vendre des outils spécialisés haut de gamme pour de l'argent rapide? Pas un prêteur sur gage. Il demanderait une pièce d'identité et se méfierait d'un équipement neuf et coûteux. Il utiliserait Internet anonymement. Ce soir-là, après avoir attendu que la maison soit complètement sombre et silencieuse, je me suis assis à ma table de cuisine, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable illuminant mon visage. J'ai ouvert Facebook Marketplace, Craigslist et eBay. J'ai commencé à chercher Snap-on Tools, Mechanic Tools. J'ai réglé le filtre de localisation sur un rayon de 50 miles autour de Portland. J'ai fait défiler ce qui a semblé être des heures, mes yeux brûlants à cause de l'écran, page après page de vieilles clés rouillées, de jeux de douilles dépareillés, d'outils graisseux provenant de gars qui partaient à la retraite ou qui vidaient leur garage, rien. Le doute a commencé à empoisonner ma résolution. Peut-être avais-je tort. Peut-être devenais-je juste paranoïaque, voyant des conspirations là où il n'y en avait pas. J'étais sur le point d'abandonner, de fermer l'ordinateur portable en signe de défaite, quand j'ai décidé d'essayer une dernière recherche désespérée, un terme plus large, Pro Tools. J'ai fait défiler, puis je me suis arrêté. Ma respiration s'est coupée dans la gorge. J'avais l'impression que mon cœur avait cessé de battre. L'image était granuleuse, évidemment prise avec un appareil photo de téléphone portable bon marché, mais il n'y avait aucun doute possible. C'était ma clé à choc, mon jeu de douille, mes clés à cliquet. Ils étaient tous étalés sur une serviette sale sur un sol en béton. L'annonce s'intitulait Pro Tools à vendre. Grosse réduction. Besoin d'argent rapidement. Et puis j'ai vu l'arrière-plan. Mon sang s'est glacé. C'était le mur en panneau perforé de mon propre garage. Je pouvais voir le motif distinct en forme d'éventail des taches d'huile à côté de la porte où une boîte avait fui il y a des années. Je pouvais voir la petite fissure dans le sol en béton juste sous mon établi. Ils n'avaient même pas pris la peine de les emmener ailleurs pour les photographier. L'arrogance pure et époustouflante de la chose. La négligence. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine contrôler la souris. J'ai cliqué sur le profil du vendeur. C'était un faux nom, bien sûr, PDX Flippé 503. Le profil était tout nouveau, créé il y a à peine 3 jours. J'ai fait une capture d'écran de l'annonce, une capture d'écran du profil, une capture d'écran de chaque photo, avec un clic qui a semblé aussi fort qu'un coup de feu dans la maison silencieuse. Je les ai toutes enregistrées dans le dossier « Incident F-150 ». Il ne s'agissait plus seulement du camion. C'était la guerre, et je venais de trouver les plans de bataille de mon ennemi. La découverte de cette annonce en ligne a été comme un éclair illuminant un paysage sombre et dangereux. Je pouvais tout voir clairement maintenant. Il ne s'agissait pas seulement d'un camion démoli ou de quelques outils manquants. Il s'agissait d'un schéma profond et systémique d'abus et d'exploitation, et j'avais enfin la carte pour le prouver. Mais je savais que je devais être froid, calculateur et méthodique. Une capture d'écran était bien, mais ce n'était pas un coup de grâce. Il pouvait supprimer l'annonce, prétendre que le profil n'était pas le leur, tout nier. Je devais relier les points si étroitement qu'il n'y avait pas de place pour les mensonges, pas d'espace pour leurs larmes manipulatrices. La première chose que j'ai faite, mon cœur battant un mélange de rage et de détermination sombre, a été de récupérer les images de la caméra nounou que j'avais cachée dans le garage.
Je l'ai mise en file d'attente sur mon ordinateur portable, mes mains bougeant avec un calme mécanique qui semblait complètement détaché de l'ouragan d'émotions en moi. J'ai fait défiler en arrière de 3 jours, jusqu'au matin après la dernière fois que j'avais vu les outils. Et voilà. La vidéo était granuleuse, tournée dans la faible lumière du garage, mais l'image était écœurante, indéniablement claire. Elle montrait mon frère, Marc, ouvrant systématiquement les tiroirs de ma boîte à outils et fourrant mes outils coûteux dans un grand sac de sport noir. Mais il n'était pas seul. Debout juste à côté de lui, tenant le sac de sport ouvert, se trouvait mon père. À un moment donné, mon père a pointé un jeu de clés spécifique, a dit quelque chose à Marc, puis l'a aidé à le sortir. Et là, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, regardant toute l'opération comme un superviseur sur un chantier, se trouvait ma mère. Je l'ai vu hocher la tête en signe d'approbation. Mon estomac s'est retourné avec une telle violence que j'ai cru que j'allais vomir. Il ne s'agissait pas de Marc agissant seul dans un moment de désespoir. Il ne s'agissait pas de mes parents fermant volontairement les yeux sur les défauts de leur fils. Il s'agissait d'une conspiration criminelle coordonnée à 3 personnes. Ils étaient complices. Ils avaient activement et consciemment participé à un vol criminel contre leur propre fils et frère. J'ai senti une froideur profonde et spirituelle se répandre en moi. L'amour que j'avais autrefois ressenti pour eux, le sens du devoir, tout cela se figeait instantanément, devenant cassant et fragile. J'ai téléchargé le fichier vidéo. D'un clic, la pièce à conviction a été enregistrée. Le lendemain, j'ai pris un risque calculé. J'ai attendu que mes parents soient sortis pour ce que ma mère appelait joyeusement leur marche énergique, et je suis allé à l'ancien ordinateur familial dans la chambre d'amis. C'était un dinosaure, lent et maladroit, celui qu'ils utilisaient pour payer les factures et envoyer des courriels. J'ai ressenti une vague de culpabilité, la sensation ancrée d'un enfant enfreignant une règle, mais je l'ai réprimée. C'était un champ de bataille maintenant, et j'avais besoin de renseignements. Je me suis connecté. Leur mot de passe, de façon risible, était toujours Famillon. J'ai ouvert le navigateur web et j'ai cliqué sur l'historique. Mon cœur battait la chamade. Et voilà, une série de recherches datant d'il y a 4 jours, la veille de la mise en vente des outils. Combien valent les outils Snap en usagé? Prêteur sur gage qui n'exige pas de pièce d'identité, Portland, Oregon. Meilleure façon de vendre des outils contre de l'argent rapidement. Vente anonyme sur Facebook Marketplace. Ils avaient fait des recherches. Ils avaient planifié. C'était prémédité. Puis j'ai ouvert le client de messagerie de ma mère. Cela ressemblait à une violation ultime, mais je devais savoir. Et là, près du haut de sa boîte de réception, il y avait un courriel de sa banque. La ligne d'objet était une notification de transfert de fonds. J'ai cliqué pour l'ouvrir. C'était une confirmation d'un transfert électronique de $2000 envoyé à Mark Wilson, daté d'il y a 2 jours, le jour après la publication de l'annonce. La ligne de notes que ma mère avait tapée disait, pour la nouvelle caution d'appartement. Je t'aime. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Il ne se contentait pas de s'occuper des choses, il blanchissait l'argent provenant de mes biens volés pour financer sa fuite. Ils utilisaient le produit de mon vol pour l'installer dans une nouvelle vie, une vie sans conséquences. J'ai tout documenté. J'ai pris des photos de l'écran d'ordinateur avec mon téléphone, l'historique du navigateur, le courriel. Je les ai enregistrés sur mon ordinateur portable. Le dossier de preuve devenait dense, lourd du poids de leur trahison. Plus tard cet après-midi, j'ai mis en marche la prochaine phase de mon plan. J'ai fait une promenade dans le quartier et j'ai fait en sorte de rencontrer par hasard ma voisine âgée, Linda Baker, qui s'occupait méticuleusement de ses rosiers. C'était une veuve douce et perspicace qui me connaissait depuis que j'étais enfant. Après quelques minutes de bavardage sur le temps et ses roses primées, j'ai orienté la conversation. Oui, les choses ont été un peu chaotiques à la maison, ai-je dit avec un soupir entraîné. Marc déménage enfin, il s'installe. Je pense que mes parents l'aidaient à déménager certaines de ses affaires l'autre jour. Linda a froncé les sourcils, appuyée sur sa truelle. Oh, je les ai vus. C'était la chose la plus étrange. C'était mercredi matin. Je sais que tu es toujours au travail les mercredis, mais la vieille camionnette de ton père était reculée juste jusqu'à la porte de ton garage. Lui et Marc sortaient des valises et des sacs qui avaient l'air lourds. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre qu'ils fassent ça quand tu n'étais pas à la maison pour superviser. Mon cœur a fait un bond, un témoin tiers impartial et crédible.
Vraiment? Mercredi matin, ai-je demandé, feignant la surprise. Seriez-vous prête à écrire ça pour moi, Linda? Juste ce que vous avez vu et quand? Les choses avec Mark sont compliquées, et cela m'aiderait vraiment d'avoir un enregistrement clair des choses. Elle m'a regardé, ses yeux perspicaces semblant comprendre plus que ce que je disais. C'était une femme pragmatique qui ne tolérait pas les imbéciles ni les menteurs. Bien sûr, chérie, a-t-elle dit en me tapotant le bras. Tu as été un bon voisin pendant 20 ans. Laisse-moi aller chercher un stylo. 1 heure plus tard, j'avais en main une déclaration de témoin signée et datée. Pièce à conviction D. Mon dossier était maintenant complet. Il était étanche. J'avais le rapport de police officiel du crime initial. J'avais l'annonce en ligne de mes biens volés. J'avais une vidéo haute résolution du vol en cours mettant en vedette toute ma famille immédiate. J'avais leurs propres empreintes numériques provenant de leur ordinateur. J'avais les documents financiers de leur transfert d'argent, et j'avais une déclaration signée d'un témoin indépendant. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé personnel au travail. Je n'ai pas appelé Stéphanie. Une poursuite civile pour dommages et intérêts prendrait des mois, peut-être des années. Ce serait une bataille lente et épuisante d'avocats et de frais juridiques. C'était plus simple. C'était plus propre. C'était un crime. J'ai mis toutes mes preuves sur une nouvelle clé USB. J'ai imprimé chaque document, chaque capture d'écran, chaque déclaration, et j'ai tout organisé dans un classeur épais et d'apparence professionnelle avec des intercalaires à onglets. J'ai conduit jusqu'au poste de police du centre-ville. Je me suis approché du bureau d'accueil et j'ai demandé l'agent Ryan Martinez. Quand il est sorti dans le hall, il avait l'air fatigué et prudent d'un homme qui était sur le point de s'embourber dans un autre conflit familial désordonné. « Écoutez, monsieur Wilson, a-t-il commencé, gardant sa voix basse. J'apprécie que vous soyez venu, mais comme je l'ai dit, ces choses sont généralement mieux traitées en dehors du système juridique. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement placé l'épais classeur sur le haut comptoir entre nous et je l'ai ouvert à la première page. C'était une impression claire et de haute qualité de l'annonce de Facebook Marketplace. J'ai lentement tourné la page pour révéler une série d'images fixes capturées à partir de la vidéo de la caméra nounou montrant les visages de mon frère, de mon père et de ma mère dans mon garage. Puis j'ai tourné la page à nouveau vers la confirmation du transfert bancaire, puis vers la déclaration de témoin signée de Linda Baker. Son expression condescendante et fatiguée a commencé à disparaître. Il s'est tu. Il a ramassé la première page et l'a étudiée attentivement. Il a regardé la deuxième, et ses sourcils se sont levés. Il a passé les 10 minutes suivantes à examiner méticuleusement le contenu du classeur, son professionnalisme et sa concentration augmentant à chaque page qu'il tournait. J'ai poussé la clé USB sur le comptoir. La vidéo complète non éditée du vol est là, agent, ainsi que des copies numériques de tous les documents dans ce classeur. Il a branché la clé USB dans son terminal informatique. Il a mis une paire d'écouteurs et a regardé la vidéo, sa mâchoire se serrant presque imperceptiblement. Quand il a eu fini, il a enlevé les écouteurs et m'a regardé. Et pour la première fois, il ne me regardait pas comme un membre de la famille mécontent qui faisait des histoires. Il me regardait avec un respect professionnel nouveau. « Monsieur Wilson », a-t-il dit, sa voix maintenant sérieuse et ferme. C'est l'un des cas compilés par des civils les plus complets et les mieux documentés que j'ai jamais vus en 15 ans dans les forces de l'ordre. Vous avez fait notre travail pour nous. Il a secoué la tête lentement. Ce n'est pas un malentendu familial. C'est un cas d'école de vol criminel et de complot visant à vendre des biens volés. Il a pris son téléphone et a passé quelques appels. Je l'ai entendu utiliser des phrases comme preuve vidéo irréfutable et eu plusieurs co-conspirateurs. Il a parlé à quelqu'un du bureau du procureur de district. 1 heure plus tard, il est revenu vers moi, avec un regard sombre et déterminé sur son visage. Ils ont examiné les preuves préliminaires, a-t-il dit. Ils accélèrent le processus. Ils émettent un mandat d'arrêt contre Mark Joseph Wilson. Le point culminant de mon histoire n'allait pas être une dispute dans mon salon. Ce n'allait pas être une confrontation dramatique que je devais mettre en scène moi-même. Le système juridique auquel j'avais fait confiance et que j'avais présenté avec des faits froids, durs et indéniables, était maintenant en marche. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon, la maison étrangement silencieuse, quand j'ai vu les lumières bleues et rouges clignotantes se répandre silencieusement sur mes murs. Une voiture de police s'est arrêtée tranquillement dans mon allée.
Je me suis levé et j'ai ouvert la porte d'entrée juste au moment où l'agent Martinez et son partenaire remontaient le chemin. Mes parents et Marc étaient dans la cuisine, leur rire audible alors qu'ils regardaient un feuilleton sur une petite télévision. Ils ont vu les uniformes à travers la porte et se sont figés. La main de ma mère a volé à sa bouche dans un halètement théâtral. Le visage jovial de mon père est devenu mou et pâle. Marc avait juste l'air confus, un sandwich à moitié mangé à la main. Mark Wilson, a dit l'agent Martinez, sa voix professionnelle et retentissante dans le silence soudain de la maison. Pourquoi? Marc a balbutié, ses yeux allant des flics à moi et vice-versa. Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié et complot visant à trafiquer des biens volés. Quoi? Ma mère a crié, se précipitant en avant. C'est une erreur ridicule. C'est un malentendu. Jake, pour l'amour de Dieu, dis-leur. Dis-leur que c'est faux. Je suis juste resté là dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur ma poitrine, et j'ai rencontré son regard hystérique et suppliant avec un calme dont je ne me savais pas capable. Je n'ai pas eu à dire un seul mot. Mon classeur, mes preuves, mon travail méthodique, tout parlait pour moi maintenant, alors que le partenaire de l'agent Martinez mettait les mains de mon frère derrière son dos, et que le bruit métallique et froid des menottes qui se refermaient résonnait dans toute la maison. Le sourire arrogant de Marc s'est finalement complètement effondré. Il a été remplacé par un regard de panique pure, inaltéré et enfantine. Il m'a regardé directement, ses yeux grands ouverts d'incrédulité et de trahison. Jake, c'est toi qui as fait ça. Tu as appelé les flics sur ta propre famille, sur ton frère? J'ai finalement parlé, ma voix basse et calme, pour qu'ils l'entendent et pour que mes parents l'entendent, les mots ayant le goût de la libération. Non, Marc, ai-je dit, vous vous êtes fait ça à vous-même. Regardez mon frère, l'enfant chéri permanent, se faire emmener hors de ma maison menottée a été l'une des expériences les plus surréelles et déconnectées de toute ma vie. Le balayage rythmique des lumières de police clignotantes sur les murs, le grésillement net et autoritaire de la radio de la police depuis l'allée, le clic final et définitif de la porte de la voiture de patrouille qui se ferme, tout cela ressemblait à une scène d'une émission de télévision. Pas ma vie réelle. Mais le silence profond et lourd qui est tombé sur la maison après le départ de la voiture était dévastateur et étouffant. Mes parents sont restés figés au milieu de mon salon, ressemblant à des statues qui avaient été violemment brisées. Les années d'arrogance, d'autorité suffisante, avaient été brisées en un instant, ne laissant derrière elles qu'un choc creux. Ma mère sanglotait, pas des sanglots bruyants et hystériques, mais les sanglots calmes, octants et désespérés de quelqu'un dont le monde entier vient de s'effondrer. Son visage était enfoui dans ses mains. Mon père fixait juste la porte d'entrée, son visage un masque gris mou de stupéfaction. « Comment as-tu pu faire ça » a-t-il finalement murmuré, sa voix si faible qu'elle était à peine audible. Il s'est tourné vers moi, et la colère que j'avais attendue n'était pas là. Il n'y avait qu'une confusion fragile et blessée. « C'est ton frère, Jake. » L'accusation, autrefois si puissante, avait perdu tout son venin. « Et vous êtes mes parents » ai-je rétorqué, le calme froid m'enveloppant toujours comme une armure. Les parents sont censés protéger leurs enfants, tous leurs enfants, pas aider l'un d'eux à voler systématiquement l'autre. Nous essayons juste de l'aider, a crié ma mère, sa voix étouffée par ses mains. Elle m'a regardé, son visage un gâchis de maquillage strié et de véritable désespoir. Il était tellement en difficulté. Il avait besoin de l'argent. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Alors vous m'avez volé, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Vous l'avez aidé à voler des milliers de dollars d'outils pour lesquels j'ai travaillé pendant 10 ans pour les acheter, des outils dont j'ai besoin pour gagner ma vie. C'était votre solution brillante? C'était ça. La grande confrontation finale que j'avais à la fois redoutée et désirée. Mais il n'y avait aucun triomphe dedans, aucune douce satisfaction. Les voir complètement dépouillés de leur pouvoir, toute leur colère manipulatrice et leurs tactiques culpabilisantes rendues inutiles, les laissaient juste petits, vieux et pathétiques. Tu ne comprends tout simplement pas la pression sous laquelle nous étions, a marmonné mon père, s'affalant lourdement sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il ne pouvait même pas me regarder. Sa confession était dirigée vers le motif floral sur le fauteuil. Nous avions nous-mêmes des difficultés financières. De mauvais investissements que j'ai faits ont mal tourné. Nous avons réhypothéqué la maison. Marc, il était également profondément endetté à cause de cartes de crédit et d'autres choses. Alors c'était ça. Le grand motif caché et dramatique. Il ne s'agissait pas seulement de leurs besoins pathologiques de dorloter leur fils préféré. Il s'agissait de leurs propres échecs,
de leur propre incompétence. Ils étaient dans un gouffre financier profond, et au lieu d'y faire face comme des adultes responsables, ils m'ont regardé et ont vu une solution. Ils ont vu un fonds d'urgence ambulant et parlant. Mon succès, mon travail acharné, ma stabilité financière, ce n'était pas une source de fierté pour eux, c'était une ressource à piller. Vous pensiez que je pouvais me le permettre, ai-je déclaré. Ce n'était pas une question, c'était une réalisation finale et accablante. Vous avez regardé ma vie, mon emploi stable, ma maison que j'entretiens, mon camion qui était payé, et vous avez décidé que j'en avais assez à épargner, alors vous l'avez simplement pris. C'était plus facile que de faire face à vos propres problèmes. Nous allions te rembourser, chérie. Nous le jurons, a insisté ma mère, sa voix manquant de toute conviction réelle. Dès que nous nous serions remis sur pied. Non, vous n'alliez pas le faire, ai-je dit, ma voix plate et dépourvue d'émotion. Vous alliez laisser Marc emménager dans son nouvel appartement avec l'argent de mes outils volés, et vous alliez espérer que je ne le découvrirais jamais. Et si je le faisais, vous m'auriez gaslighté, vous m'auriez traité d'égoïste, et vous m'auriez dit de laisser tomber, comme vous le faites toujours. Vous auriez continué à mentir, comme vous avez menti à propos du camion, comme vous avez menti à la police, comme vous m'avez menti et comme vous vous êtes menti à vous-même pendant toute ma vie. Je me suis approché du bureau dans le coin de la pièce où j'avais laissé une épaisse enveloppe en papier craft. Je l'ai ramassée et je l'ai jetée sur la table basse devant eux. Elle a atterri avec un bruit sourd lourd et final. C'est pour vous, ai-je dit. C'est une copie complète et imprimée de tout ce que j'ai donné à la police, les photos de la vidéo, les relevés bancaires, l'historique du navigateur de votre ordinateur, le témoignage de Linda. Je veux que vous le regardiez. Je veux que vous voyiez, en noir et blanc, à quel point vous m'avez trahi complètement et méthodiquement. Et je veux que vous sachiez que ce document, cet enregistrement de vos actions, est la dernière chose que vous obtiendrez de moi. Ma mère a tendu la main vers l'enveloppe d'une main tremblante, puis s'est reculée comme si le papier lui-même était brûlant. Je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison, ai-je dit, les mots ayant le goût de la rouille et de la liberté. Faites une valise et partez d'ici demain matin. Jake, s'il te plaît, a-t-elle supplié, sa voix se brisant. Nous n'avons nulle part où aller. Où irons-nous? J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait élevé, et j'ai senti un vaste espace vide là où mon sens de l'obligation avait l'habitude d'être. Je ne sais pas, maman, ai-je dit. Et la finalité dans ma propre voix était aussi surprenante pour moi qu'elle l'était pour eux. Et pour la première fois de mes 32 ans, j'ai réalisé avec une certitude absolue que ce n'est pas mon problème à résoudre. La procédure juridique qui a suivi a été, pour moi, heureusement anticlimatique. Face à la montagne de preuves indéniables que j'avais compilées, l'avocat commis d'office de Marc lui a immédiatement conseillé de conclure un accord de plaidoyer. Il a plaidé coupable à une accusation criminelle moins grave de vol. Il n'y a pas eu de procès dramatique, pas de diffusion du linge sale de notre famille dans une salle d'audience. La sentence était de 18 mois de probation stricte, de consultations obligatoires par le tribunal pour un comportement compulsif, et une restitution financière complète à moi pour la valeur des outils, 85 000 $, et pour tous les dommages et coûts associés à mon camion. Il porterait une condamnation criminelle sur son dossier permanent pour le reste de sa vie. Mes parents ont fait ce qu'ils ont toujours fait face à un problème qu'ils ne pouvaient pas manipuler ou intimider pour s'en sortir, ils se sont enfuis. Ils n'ont même pas dit au revoir. Un samedi, alors que j'étais sorti pour la journée avec Sarah, ils sont venus avec une remorque U-Haul, ont emballé leur vie de la maison qu'ils ne pouvaient plus se permettre, et ont déménagé à Seattle pour aller vivre chez la sœur de ma mère. Ils ont laissé la clé de leur maison sur le comptoir de la cuisine de ma maison, un aveu silencieux et final de leur défaite complète et totale. La maison a été calme pendant les premières semaines. Le silence était une chose tangible, une lourde couverture qui étouffait tous les autres sons. Chaque grincement des planches du plancher, chaque bourdonnement du réfrigérateur, sonnait comme un pas qui n'était pas là. Mais lentement, progressivement, un nouveau type de silence a commencé à prendre sa place. Ce n'était pas le silence de l'absence ou de la perte, c'était le silence de la paix. C'était le son propre, calme et magnifique de ma vie qui était enfin vraiment la mienne. Les 8 mois qui ont suivi ont été comme le premier dégel printanier après un long hiver brutal. C'était une autre manipulation, un autre mensonge conçu pour m'apaiser et maintenir le mythe familial en vie pendant que l'enfant chéri continuait son chemin de destruction, laissant derrière lui un sillage de victimes confiantes et au cœur bon. Mais cette fois, je n'étais pas la victime impuissante. J'étais un survivant, et je savais exactement quoi faire. Jessica, ai-je dit, ma voix ferme et claire,
rencontrant ses yeux avec une force nouvelle. Il ne va pas s'en tirer. Pas cette fois. Tu n'es pas seul dans ce combat. J'ai le nom et le numéro d'un très bon avocat. J'ai donné à Jessica la ligne directe de Stéphanie Rodriguez. Je n'ai pas seulement transmis un numéro, je suis allé avec elle et sa sœur à la consultation initiale. Je me suis assis avec elle dans ce même bureau poli et je les ai aidés à exposer leur histoire. Je leur ai dit quel type de preuves rechercher, les relevés bancaires, les messages textes, les déclarations d'amis qui avaient rencontré Marc. J'ai utilisé les leçons douloureuses et durement gagnées de ma propre bataille pour armer quelqu'un d'autre pour la sienne. C'était un sentiment étrange et habilitant. Je les aidais à monter un dossier contre mon propre frère, et je ne ressentais aucun conflit, aucune culpabilité, seulement un sentiment de justice sombre et résolu. Avec une condamnation criminelle existante et une violation claire de la probation, il n'y avait plus d'accord pour Marc. Le système juridique, qui se déplace souvent à un rythme glacial, a agi rapidement. Il a été appréhendé un mois plus tard dans un autre État, travaillant déjà son charme sur une autre victime potentielle. Cette fois, il n'y a pas eu de tape sur les doigts, il a été condamné à 3 ans dans un pénitencier d'État. Quelques mois après sa condamnation, une lettre est arrivée à ma maison. C'était une enveloppe mince et fragile avec un cachet de la poste d'une prison d'un autre État. Elle provenait de Marc. Je me suis tenu dans mon couloir, la tenant dans ma main, ressentant le manque de poids surprenant. Je pensais qu'elle serait plus lourde. Toutes les années de colère, de ressentiment, de sentiment d'être au second plan, de trahison, je pensais qu'elle serait contenue dans cette fine enveloppe en papier. Il y a 1 an, je l'aurais ouverte en la déchirant avec des mains tremblantes, désespéré de lire les mots à l'intérieur, recherchant désespérément des excuses réelles, une lueur de reconnaissance pour la douleur qu'il avait causée, une sorte de clôture que lui seul pouvait me donner. Mais debout là dans le calme de ma propre maison paisible, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Ma clôture ne se cachait pas dans l'encre de ces mots d'apitoiement sur soi. Ma clôture était tout autour de moi. Elle était dans le silence solide et paisible de ma maison. Elle était dans le rire facile de Sarah alors que nous préparions le dîner ensemble dans la cuisine que nous avions peinte nous-mêmes. Elle était dans la sensation solide et fiable du volant de mon nouveau camion, un camion qui était à moi d'une manière que l'ancien ne pourrait jamais l'être. Ma clôture était dans la connaissance durement gagnée que j'avais affronté la trahison la plus profonde imaginable de la part des personnes qui étaient censées m'aimer le plus, et que non seulement j'y avais survécu, mais que j'avais construit une vie meilleure, plus forte et plus authentique sur les fondations des ruines de l'ancienne. Je me suis approché du comptoir de la cuisine et j'ai placé la lettre non ouverte à côté de la poubelle de recyclage. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, je la lirai par simple curiosité détachée. Peut-être que non. Cela n'avait plus d'importance. Sa voix, ses excuses, ses manipulations, elles n'avaient plus aucun pouvoir ici. Je suis sorti sur la terrasse arrière que nous avions construite ensemble, le parfum du cèdre et de la terre humide dans l'air. Sarah était là, s'occupant du petit jardin d'herbes que nous avions planté dans des pots. Elle a levé les yeux vers moi alors que je m'approchais et a souri, un sourire réel et sincère qui atteignait ses yeux et remplissait mon cœur. Et dans ses yeux, j'ai vu mon avenir. C'était un avenir construit non pas sur l'obligation ou une promesse brisée faite au passé, mais sur le respect mutuel, sur la joie partagée, sur la simple et puissante vérité que la famille ne se résume pas toujours au sang que l'on partage. Parfois, la famille est celle que l'on choisit, celle que l'on construit. C'est celle qui vous reconstruit quand vous avez été démoli. Et ma vie, une vie pour laquelle je m'étais battu et dont j'avais réclamé la paix pièce par pièce douloureuse, ne faisait que commencer. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté mon histoire. J'espère vraiment qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix vraiment difficile pour protéger votre propre paix et votre propre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je vous promets que je les lis tous. Et si l'histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires. Cela aide vraiment la chaîne. Prenez soin de vous. Le monde avait l'air différent, sentait différemment, se sentait différemment avec le bruit de fond constant et épuisant des drames fabriqués de ma famille et des ressentiments bouillonnants disparus pour de bon. Je pouvais enfin entendre mes propres pensées. Je pouvais me concentrer sur ma propre vie, non pas comme une réaction à eux, mais comme une création proactive de la mienne. Le premier chèque de restitution de Marc est arrivé par la poste. C'était une somme dérisoire, à peine suffisante pour couvrir un réservoir d'essence, mais le tenir dans ma main m'a donné l'impression d'une victoire monumentale. C'était une reconnaissance tangible du tort qui avait été fait.
La compagnie d'assurance, traitant maintenant une affaire claire et incontestée d'utilisation non autorisée et de vol, a finalement traité ma réclamation correctement et a versé la pleine valeur marchande de mon F-150 totalisé sans autre argument. J'ai pris ce chèque, j'ai ajouté une somme importante de mes propres économies, de l'argent qui n'était plus siphonné pour financer les crises de ma famille, et j'ai fait quelque chose uniquement pour moi. Je suis entré dans une concession Ford, non pas comme un jeune homme hésitant à la recherche d'une bonne affaire d'occasion, mais comme un homme confiant qui savait exactement ce qu'il voulait. J'ai acheté un Ford F-150 2018, plus récent et plus puissant que mon ancien, dans un bleu cobalt métallique profond qui ressemblait au ciel de minuit. La première fois que je l'ai conduit hors du terrain, les vitres baissées, l'odeur du nouvel intérieur emplissant la cabine, j'ai ressenti un sentiment de propriété qui allait bien au-delà d'un titre ou d'un enregistrement. Ce camion était à moi, gagné par moi, choisi par moi et sans les problèmes de personne d'autre. J'ai également utilisé l'argent de la restitution, au fur et à mesure qu'il arrivait lentement, pour remplacer chaque outil volé. Je suis allé en ligne et je les ai commandés un par un. Déposer les nouvelles pièces chromées brillantes dans les fentes en mousse vide et sur mesure dans ma boîte à outils a été un acte profondément thérapeutique et satisfaisant. C'était comme restaurer des morceaux de moi qui avaient été négligemment découpés et jetés. Mais le changement le plus important et le plus profond dans ma vie n'était pas le nouveau camion ou les outils remplacés, c'était Sarah. Tout au long de l'horrible épreuve, du choc initial à l'arrestation finale, elle avait été mon roc inébranlable. Elle ne m'a pas offert des platitudes faciles et inutiles comme tout arrive pour une raison. Elle a écouté. Elle s'est mise en colère en mon nom, sa fureur étant un feu juste et validant. C'est elle qui s'est assise avec moi dans ma maison silencieuse la nuit où mes parents sont partis, ne disant pas grand-chose, étant juste une présence calme, solide et rassurante dans le vide assourdissant. Notre amitié, qui avait été forgée dans les flammes de l'implosion spectaculaire de ma famille, a lentement et naturellement commencé à s'épanouir en quelque chose de plus profond. Nous avons commencé à passer nos week-ends ensemble, non pas seulement en tant que collègues se défoulant, mais en tant que partenaires. Nous avons entrepris des projets autour de ma maison, la maison qui était maintenant entièrement et paisiblement la mienne. Nous avons repeint le salon dans un gris chaud et accueillant, exorcisant le fantôme de la présence paresseuse et privilégiée de Marc. Nous avons construit une nouvelle terrasse en cèdre dans la cour arrière, créant un espace pour des matins calmes avec du café et de longues soirées d'été avec des amis. Travailler à ses côtés, voir la compétence facile dans ses mains alors qu'elle mesurait une planche, le sourire authentique et non forcé sur son visage alors que nous admirions notre travail, j'ai finalement compris ce que devait être un vrai partenariat. Il ne s'agissait pas d'une personne secourant constamment l'autre. Il ne s'agissait pas de dépendance ou de manipulation ou de tenir les comptes. Il s'agissait de deux personnes entières et compétentes choisissant de construire quelque chose ensemble, côte à côte. Un samedi après-midi ensoleillé, environ 8 mois après l'arrestation de Marc, mon téléphone a vibré avec un message texte. Il provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais mon estomac s'est serré en lisant la première ligne. J'ai su instantanément de qui il provenait. Jake, c'est maman. Je sais que cela fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Ton père et moi tu nous manques terriblement tous les jours. Je voulais que tu saches que Marc va beaucoup mieux. Les consultations obligatoires par le tribunal l'ont vraiment changé. Il parle de ce qu'il a fait, de la honte profonde qu'il ressent. Il travaille dur. C'est une personne différente maintenant, Jake. Je sais que nous avons tellement de choses à réparer, mais je prie tous les soirs pour qu'un jour nous puissions à nouveau être une famille. J'ai fixé le message texte, un nœud compliqué d'anciens sentiments familiers se resserrant dans ma poitrine. Avait-il vraiment changé? Était-il possible pour quelqu'un comme lui de modifier fondamentalement son caractère? Une petite partie perfide de moi, la partie qui se souvenait encore de ce petit garçon souriant sur la photo de famille, voulait le croire. C'était la partie de moi qui aspirait toujours à la famille que je méritais, pas celle que j'ai eue. Ce même jour, Sarah et moi sommes allés prendre un café dans un endroit que nous aimions bien. Alors que nous faisions la queue, j'ai entendu une voix hésitante de femme dire mon nom. « Excusez-moi, Jake ? Jake Wilson ?» Je me suis retourné. Il m'a fallu une seconde pour la replacer hors de son contexte, sans sa blouse d'infirmière. C'était Jessica Ramirez, l'infirmière au visage aimable de la clinique de soins d'urgence, la femme qui m'avait montré un moment de gentillesse humaine pure et inaltérée lors d'une des pires journées de ma vie. Jessica. Et, ai-je dit, un sourire sincère se dessinant sur mon visage. C'était merveilleux de la voir. C'est super de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, a-t-elle dit,
mais ses yeux étaient troublés, et elle n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux à Sarah avant de me regarder à nouveau. Écoute, cela va sembler être une question vraiment étrange et aléatoire, mais je dois te la poser. Je me souviens quand tu es venu à la clinique. Tu m'as dit que le nom de ton frère était Marc, c'est bien ça? Le nœud d'espoir dans ma poitrine s'est instantanément transformé en une pierre froide et dure de terreur. Oui, c'est son nom. Pourquoi? Elle a pris une profonde respiration, ses mains tordant la bandoulière de son sac à main. Ma sœur cadette, elle a un cœur énorme et généreux et parfois pas le meilleur jugement quand il s'agit d'hommes. Elle a rencontré ce type il y a quelques mois. Il était charmant, beau, et lui a raconté toute cette histoire larmoyante sur le fait qu'il n'avait pas de chance et qu'il essayait de reprendre sa vie en main après des problèmes familiaux. Son nom était Marc. Mon sang s'est glacé. J'ai senti Sarah se tendre à côté de moi, sentant où cela allait. Jessica, j'ai commencé, mais elle a continué à parler. Elle l'a laissé emménager avec elle, a poursuivi Jessica, sa voix tremblant d'une colère silencieuse et protectrice, juste pendant quelques semaines pendant qu'il se remettait sur pied. La semaine dernière, ma sœur est rentrée du travail et l'a trouvé disparue. Il a pris son ordinateur portable, son iPad et tous les bijoux que notre grand-mère lui avait laissés dans son testament, un héritage qu'elle chérissait. Il s'est juste évanoui. Nous avons bien sûr déposé un rapport de police, et quand ils ont vérifié son nom et sa date de naissance, ils ont constaté qu'il avait une condamnation antérieure pour vol qualifié contre son propre frère. Elle m'a regardé, ses yeux implorant une confirmation, même si elle connaissait déjà la réponse. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, son visage s'effondrant. « C'est lui. C'est ton frère. » Sans dire un mot, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le texto de ma mère que j'avais reçu pas plus tard que 2 heures auparavant. Je l'ai tendu pour qu'elle le voie. Ses yeux ont scanné les mots à l'écran, c'est une personne différente maintenant, Jack. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes de rage et de frustration pure et inaltérée. Il n'est pas différent, a-t-elle dit, sa voix tremblant. C'est un prédateur, et ta mère est toujours là à mentir pour lui permettant de faire ça à d'autres personnes. Dans ce seul moment dévastateur, toute lueur d'espoir que j'avais nourrie pour la rédemption de ma famille s'est éteinte pour de bon. Le texto n'était pas une branche d'olivier, c'était une arme.